Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de France 3 Franche-Comté pour donc la fin de notre série de débats consacrée aux élections législatives 2022. En Franche-Comté, 12 circonscriptions. Sur France 3 Franche-Comté, 12 débats. Et nous terminons ce soir avec la première circonscription du Doubs, celle de Besançon-Planoise, qui compte aussi Saint-Vite, Quingey ou encore Eau-de et Boussières. Aux dernières législatives, en 2017, la députée socialiste sortante Barbara Romagnan avait été battue par la macroniste Fanette Charvier qui faisait ses tout premiers pas en politique. Fanette Charvier ne se représente pas cette année et donc sa succession est très ouverte. Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle avec 28% des voix devant Jean-Luc Mélenchon qui a recueilli, lui, 24% des suffrages et c'est son meilleur score en Franche-Comté. Voici donc les 5 candidats qui vont débattre durant plus d'une heure à propos donc de leur programme, de leurs propositions pour cette première circonscription du Doubs. Tout d'abord, Laurent Croisier, vous êtes adhérent au MoDem et conseiller municipal d'opposition. Vous portez les couleurs de Ensemble, le parti de la majorité présidentielle. Face à vous, Séverine Véziez, vous êtes de la France Insoumise et vous avez reçu l'investiture de la NUP, donc l'alliance donc des partis de gauche. NUP, ça veut dire Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Thomas Lutz, à vos côtés, est conseiller régional du Rassemblement national. Fabrice Galpin, vous portez les couleurs de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et puis Salima Inezaren, vous êtes conseillère régionale du PRG, le parti radical de gauche. Bonjour. Nous avions également invité Michel Viennet, qui est le candidat des Républicains, conseiller départemental. Malheureusement, Michel Viennet est souffrant et ne peut pas participer à ce débat. Donc d'autres candidats sont en lice dans cette première circonscription du Doubs. Je vous laisse découvrir leur nom et leur formation politique. C'est la circonscription de Franche-Comté qui totalise le plus de candidats, 12 au total. J'ajoute que des citoyens choisis pour leur engagement syndical ou associatif vous poseront également des questions portant sur la sécurité, l'éducation ou encore l'environnement. Et puis, à peu près 20 minutes avant la fin de ce débat, interviendra notre confrère Claude Bruyot, qui est journaliste à France Bleu Besançon. Il interviendra en fin d'émission donc pour poser quelques questions à nos candidats. Vous pouvez commenter et réagir à ce débat sur Twitter grâce au hashtag Circo2501. Donc la première question va être posée donc à nos candidats. L'ordre de passage a été tiré au sort et c'est Laurent Croisier du MoDem Ensemble qui ouvre le bal. Alors vous êtes, monsieur, face à une tâche difficile, garder cette circonscription dans le camp présidentiel. N'est-ce pas une marche un peu haute pour, excusez-moi l'expression, un simple conseiller municipal d'opposition ? Merci pour la question, Madame Mziri. C'est comme ça vous permet encore de réfléchir 3 secondes pour y répondre. Comme l'ensemble des candidats autour de la table, si nous nous sommes engagés, et si je me suis engagé dans la vie publique, c'est pour agir. Et si le président de la République m'a apporté sa confiance, c'est pour mon expérience, justement mon expérience d'élu local. Je suis reconnu comme un élu de terrain, donc je serai évidemment un député de terrain, et pas seulement en période d'élection. Je suis reconnu comme un élu qui est... Je vous donne juste un tout petit conseil aux uns et aux autres. Ne mangez pas tout votre temps de parole dès la première question. Gardez-en un petit peu pour la suite. Je suis un élu proche des habitants, je serai un député proche des habitants. Voilà, c'est la force de mon expérience, justement, d'élu local qui va nourrir mon expérience de futur député. Et j'ai de l'ambition pour mon territoire, et cette ambition, j'ai bien l'intention de la porter à l'Assemblée nationale. Fabrice Galpin, donc pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Alors vous êtes actuellement adjoint de Marie-France Séfis, maire de droite de Val-d'Oie, dans le territoire de Belfort. Et puis vous êtes candidat ici, dans le Doubs, un pied d'un côté, un autre pied dans l'autre. Vous nous expliquez ? C'est pittoresque. Je vous explique tout simplement, parce que j'ai habité Val-d'Oie pendant plusieurs années, au moment des élections, où je m'étais présenté, parce que je devais rester sur Belfort. Puis, mutation professionnelle, je travaillais déjà depuis 11 ans sur Besançon. Je suis venu m'installer sur Besançon. Donc vous n'êtes plus adjoint à Val-d'Oie ? J'y suis encore, mais je ne vous cache pas que je risque de démissionner sous peu. Élection ou pas ? Élection ou pas, bien sûr, oui. Séverine Véziès, donc vous êtes investie par la NUP, la gauche est majoritaire à Besançon, elle a même remporté la ville il y a 2 ans avec une coalition écolo, socialiste, communiste, mais sans les mélenchonistes, puisque vous avez présenté une liste contre cette gauche-là. Est-ce que vous pensez, tout a été décidé à Paris, dans les états-majors, que ici, localement, on oublie tout ?
Non, on n'oublie pas tout localement. Et puis, vous oubliez aussi un épisode, c'est l'épisode des régionales et des départementales, où on a fait un vrai travail. Et j'y ai participé en première ligne pour faire une liste de rassemblements. Il y a eu des difficultés, mais il y a eu des endroits où ça a pu fonctionner. Et puis, là, je voudrais dire qu'on est néanmoins dans une élection nationale. On est dans un moment historique. Les plus jeunes d'entre nous n'ont jamais connu un tel rassemblement de la gauche depuis plus de 25 ans, 1997, où on a 5 forces politiques, Parti socialiste, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Génération et la France Insoumise, qui se sont réunis dans toutes les circonscriptions de France, avec pour objectif de faire face à Emmanuel Macron et de proposer une autre majorité. Et c'est ce moment historique qu'il faut souligner, et je suis très fière d'être la candidate de ce rassemblement. Salima Enezaren, vous êtes donc du Parti radical de gauche. La gauche, c'est votre camp. Elle est représentée ici par Séverine Véziès de la DUP. Est-ce que votre candidature ne risque pas de faire perdre votre camp ? Non, je suis de gauche, oui, mais la gauche du réel. On n'est pas obligé de se soumettre à l'extrême gauche. J'ai des convictions, des valeurs, et je pense que je refuse de m'asseoir sur des valeurs fondamentales pour avoir un siège. Il y a un électorat qui, aujourd'hui, ne trouve pas de réponse à l'offre proposée aujourd'hui sur cette première circonscription. Depuis que je suis en campagne avec Didier Aubry, j'entends heureusement que vous vous présentez, on ne savait pas pour qui voter. Donc il faut donner le choix du vote aux électeurs dès le premier tour pour une candidature telle que celle que je représente. Thomas Lutz, du Rassemblement national, les multiples fractures à l'intérieur de votre famille politique font que les candidats se suivent et se ressemblent pas. En plus, dans une ville qui est peu convaincue par le Rassemblement national. Est-ce que votre candidature, c'est une candidature de témoignage ? Oui, je pense que mon engagement également dans la politique, depuis plus d'1 an, même au Conseil régional, où j'ai pu prendre mes marques et montrer à quel point le groupe du Rassemblement travaille, puisque c'est le groupe qui travaille le plus aujourd'hui à la région, effectivement fait qu'on peut venir de la société civile, être à la tête d'une entreprise ou même de plusieurs entreprises et prendre encore le temps de s'engager politiquement pour effectivement porter les valeurs d'un mouvement qui certes peut-être a connu quelques fractures et quelques désistements, mais qui a quand même montré une dynamique aux dernières élections avec des progressions qui font envie à beaucoup d'autres partis. Donc je reste confiant et je me lance dans la bataille naturellement pour arriver en tête. Vous vouliez répondre à M. Lutz, parce que je vous ai vu réagir en tant que conseillère régionale. Oui, le groupe RN travaille, je ne le dénie pas, mais je ne crois pas que ce soit le groupe qui travaille le plus. La majorité est active et fournit de gros efforts pour être présente sur le terrain, sur tous les dossiers, au quotidien, au plus près des habitants. Mais du coup, ça ne vous pose pas trop problème de dire que la candidature de la NUP est d'extrême gauche, alors que concrètement, vous siégez avec le Parti communiste et le Parti socialiste à la région, qui font partie des 2 partis qui me soutiennent ? Ah non, je ne dis pas l'extrême gauche. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. Alors je vais préciser, la LFI est de extrême gauche et vous êtes la candidate NUPES. Voilà. Avec l'étiquette LFI. Je suis la candidate de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui est le rassemblement de la gauche et de l'écologie. Donc de l'extrême gauche, Madame Enezaren a totalement raison. Et quand vous parliez de vos valeurs que vous ne retrouviez pas dans la NUP, vous parliez de quoi ? L'Europe déjà, je crois qu'on a une vision complètement différente de l'Europe. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire et la guerre qui est actuellement en Ukraine, je crois qu'on a besoin d'une Europe forte, qui s'oriente vers une Europe de la défense, qui nous permet d'asseoir une volonté européenne et une vision européenne, qui nous permettra aussi d'être moins dépendants de nos alliés et de pouvoir apporter des réponses. Une Europe qu'il faudra, bien évidemment, orientée vers une Europe du social et une Europe plus humaine. Vous vouliez réagir ? Je suis enseignante de droit européen, donc autant vous dire que je connais très bien le fonctionnement des institutions européennes et que je suis fondamentalement pro-européenne, pour la construction européenne. Par contre, je ne suis pas pour l'Europe des marchés et je ne suis pas pour cette Europe qui s'est assise sur le référendum de 2005, qui a refusé une bonne partie des dispositions qui ont été remises dans le traité de Lisbonne en 2007. L'Europe actuellement est malade, souffre d'un déficit de démocratie, souffre d'une abstention. Et effectivement, il va falloir qu'on agisse pour maintenir cette construction européenne, mais orienter la construction européenne vers une Europe sociale et une Europe au service des peuples. Laurent Croisier, vous êtes certainement autour de cette table le plus pro-européen. Vous dites quoi ? Je l'assume, oui. Je suis la candidature la plus favorable à la construction européenne. Je suis le mouvement démocrate, et c'est bâti aussi sur cette valeur. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le conflit ukrainien, aujourd'hui, après la période de Covid que nous avons traversée, je crois que la question européenne, elle ne souffre plus, d'aucune question, quoi.
Oui, l'Europe a été forte pendant le Covid, elle nous a permis d'avoir accès à des vaccins. Aujourd'hui, l'Europe a été forte pour lutter contre l'inflation, on va dire, de l'énergie. On sent qu'aujourd'hui, il y a des difficultés mondiales par rapport... Et l'Europe, aujourd'hui, a su se mobiliser. Je prends par exemple la taxe de 15% minimale sur les impôts sur les entreprises. Aujourd'hui, en Europe, moi, je suis fier que l'Europe se soit saisie de cette question pour qu'on ait des entreprises qui payent des impôts en Europe. Et il n'y a pas que le chargeur unique pour tous les appareils téléphoniques et ordinateurs. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, alors je remercie déjà ma voisine d'avoir rappelé à ceux qui avaient oublié qu'effectivement les partis démocrates se sont largement assis sur le référendum populaire, un des rares référendums qu'il y avait eu, qui fait que tous vos petits amis sont allés voter ce que les Français avaient rejeté. Moi, vous me parlez d'Europe solidaire, d'Europe de la défense, mais les Allemands viennent bien d'acheter des F-16 aux Américains au lieu de prendre nos Rafales. Vous me parlez d'une Europe qui permet d'acheter moins cher. Mais on est face à une crise de l'énergie que vous n'avez pas su maîtriser. Vous me parlez d'une Europe des vaccins. Mais l'Angleterre, qui était sortie de l'Europe, a vacciné bien davantage que nous, bien avant nous, pour un coût moindre. Donc, si vous voulez, l'Europe est totalement en faillite. Vous essayez de la maintenir. Les faits sont là. Ils parlent d'eux-mêmes. C'est un vœu pieux d'essayer de faire quelque chose de bien. Et en matière de défense, pour avoir... On va arrêter peut-être sur l'Europe. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne. Vous avez sûrement un mot à dire, Monsieur Galpin. Alors, sur l'Europe, mais rapidement, parce que je voudrais bien qu'on vienne au thème de la sécurité. Oui, alors moi, pour l'Europe, tout simplement, je suis pour une souveraineté française, et donc pas pour l'Europe, ça vous l'aurez compris, c'est dans le programme d'Éric Zemmour. Je pense qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour avoir une indépendance française et retrouver notre souveraineté. On va faire un premier tour de table, si vous le voulez bien, à propos de la sécurité, et on parlera de la police après un premier tour de table. Dans votre circonscription se trouve Planoise, 18 000 habitants, le quartier le plus difficile de Besançon, peut-être même de Franche-Comté. Ce quartier fait malheureusement la une de la presse, y compris nationale, pour ses trafics de drogue, pour ses règlements de compte, ses morts par balle. Alors comment améliorer la sécurité dans ce quartier ? Quelles sont vos propositions concrètes, rapides ? Vous aviez la parole, je vous la laisse, Monsieur Galpin. Et après, on parle des policiers. On ne vient pas tout de suite sur ce sujet-là. Alors je pense d'abord qu'il faut réhabiliter le quartier. Aujourd'hui, les gens ont peur d'y aller. Malheureusement, on ne voit que Planoise comme un quartier sombre. Et je suis persuadé, pour en avoir rencontré, qu'il y a aussi des gens très bien. Je pense qu'il faut réinstaller les commissariats de proximité, qui ont été fermés il y a quelques années. Il faut les réinstaller, il faut les renforcer. Il faut surtout de la discussion. Il faut, je pense, employer plus de personnes pour avoir une ouverture sur Planoise. Mais quand vous dites plus de personnes, c'est quoi ? C'est des policiers, des éducateurs, des policiers. Je pense qu'il faut faire du social sur ce quartier, effectivement. Du social aussi, pour vous, Monsieur Lutz ? C'est peut-être là où on va avoir la fracture entre les deux partis de la droite. Je vais rester sur la ligne naturellement de notre engagement depuis des années. Je pense que du social, on en fait assez. Donner de l'argent au quartier, si vous voulez, la région, c'est 40 millions sur 7 quartiers. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'on va repayer des crèches, on va repayer, et ainsi de suite, ça ne change rien. Les dealers de drogue ont encore mis le feu il y a quelques années à Cassin, ça a privé tous les habitants de leur centre pour faire les courses. Donc non, nous, maintenant, c'est très clair. Je veux dire, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'argent est déversé. Aujourd'hui, c'est faire appliquer la loi. Donc effectivement, des moyens de police, on va en parler. C'est des caméras, c'est que la mairie également prenne ses responsabilités, et puis également derrière une réponse pénale très forte. C'est les choufs, les dealers, c'est les enlever immédiatement. Les choufs, ce sont les guetteurs. Oui. Voilà, je traduis. Oui. Donc effectivement, toute personne étant délinquant et reconnue avec des actes de délinquance importants doit être effectivement sanctionnée, et puis ne plus rester dans ce quartier qui effectivement pourrit la vie des autres. Salima Inezaren. Mais quel dommage de parler de Planoise simplement sous l'angle de la sécurité. C'est le plus grand foyer de population de la circonscription. On va leur mettre une étiquette alors qu'il y a tellement de choses qui sont faites et qu'on ne peut pas valoriser. C'est pas parler que de Planoise, mais c'est quand même ces dernières années, c'est quand même là où il y a eu des morts par balle à cause du trafic de drogue. Parce que les habitants qui y vivent sont les premières victimes des problèmes de sécurité. Ça, déjà, c'est un premier point. Deuxième chose, effectivement, on peut regretter le démantèlement de la police de proximité. Mais parler de sécurité dans ces quartiers, il faut aussi parler de prévention. Effectivement, que ce soit les éducateurs, que ce soit les médiateurs, que ce soit le soutien aux associations, notamment les soutiens aux associations d'éducation populaire qui font un travail énorme et conséquent, mais qui n'est pas suffisant. Je pense aussi qu'il faut absolument arrêter cette vision anglaise sur ce quartier parce que les gens en souffrent. Moi, j'ai vécu jusqu'en 2019 dans un quartier populaire.
Pour vous dire que les gens sont en souffrance, ce sont ceux qui y habitent, monsieur, les premières victimes. Laurent Croisier, que faut-il faire concrètement, précisément, pour améliorer la sécurité à Planoise? C'est tout un panel de décisions. Il faut revoir la rénovation urbaine. Enfin, en tout cas, il y a un gros investissement de 180 millions d'euros qui sont alloués sur cette rénovation urbaine de Planoise. Donc on a des bâtiments qui sont des gros ensembles qui sont beaucoup trop gros. On a un problème d'éducation, ça a été dit. À Planoise, ce sont les écoles les plus grosses du département, dans un quartier qui a énormément de besoins en matière scolaire. C'est absolument anormal. Je milite, moi, à l'échelle de Besançon, pour qu'on reconstruise une nouvelle école à Planoise. Pour plus de policiers ? Et ensuite, il faut recruter des policiers. Alors, depuis 2017, à l'échelon national, 10 000 postes de policiers ont été créés. Dans la circonscription de sécurité publique de Besançon, c'est 84 policiers nationaux. Maintenant, il faut mettre plus de bleu sur le terrain, comme on dit. Plus de bleu, ça veut dire plus d'uniformes. Ça veut dire plus d'uniformes sur le terrain. On a un poste de police à Planoise. Moi, je souhaite qu'il devienne un commissariat. Je souhaite qu'on ait beaucoup plus de patrouilles dans les rues. Ça va rassurer la population qui le demande. Ça m'est insupportable de voir que le mercredi, on a des jeunes qui jouent au ballon entre les dealers. Donc, éducation, fermeté, on fait respecter les lois de la République. Séverine Véziès pour la NUP. Alors déjà, je pense qu'il faut changer le postulat de départ qui est de voir les quartiers populaires que sous l'angle de la sécurité. Nos quartiers populaires, c'est une grande richesse dont les habitants aiment leur quartier. Les habitants de Planoise, quand on parle avec eux, ils aiment leur quartier. Et effectivement, ce sont les premières victimes de cette insécurité. Moi, je pense qu'il faut réorienter la politique de maintien de l'ordre qui est faite notamment sur Planoise. Il faut arrêter de courir après les petits consommateurs, par exemple, et véritablement avoir une lutte contre les trafiquants de drogue, contre les trafiquants d'armes, parce que ce sont eux qui pourrissent la vie et qui sont la racine du problème. Évidemment qu'il faut aller en soutien aux associations d'éducation populaire. Et puis, il y a une grande problématique à Planoise dont souffrent les habitants, c'est la privatisation de l'espace public par des petits groupes. Et il faut absolument que la population se réapproprie ces espaces. C'est qui ces petits groupes ? C'est des petits groupes qui vont effectivement, par leur comportement, privatiser et empêcher certaines personnes notamment dans les halls d'immeubles ou même sur les places, etc. Et je pense véritablement qu'il faut... Ils ne sont pas tous des dealers, mais il y en a. Non, pas forcément. Mais il y en a effectivement. Mais encore une fois, la racine du problème, c'est les trafiquants. Les trafiquants de drogue. Et c'est là qu'il faut mettre les moyens. Mais il faut accompagner, je finis juste, il faut accompagner la population et mener des projets dans le quartier de Planoise pour qu'il y ait une réappropriation de l'espace public. Et ça, c'est fondamental. Et puis, dernier point, on parle de rénovation urbaine. Les Planoisiens et les Planoisiennes souffrent d'une chose, c'est qu'on ne les associe pas suffisamment aux prises de décision. C'est votre soutien, Madame Vigneault, qui ne les a pas associés. Il faut absolument les écouter. Voilà, Laurent Croisier. Dites-le à votre soutien, Madame Vigneault. Je n'y manque pas, Monsieur Croisier. N'hésitez pas à lui dire, parce que je lui répète, elle semble-t-il, elle n'a pas compris. J'ai un vrai désaccord, Madame Véziès, avec vous, c'est qu'il n'y aurait pas de trafiquants de drogue s'il n'y avait pas de consommateurs. Donc moi, je pense qu'il faut pénaliser beaucoup plus les consommateurs. Alors là, on a un vrai désaccord. Et on a un vrai désaccord, ouais. Et consommer des stupéfiants, c'est être complice, Madame Véziès. C'est être complice des trafiquants, c'est être complice de la violence. C'est une question de santé publique, monsieur. C'est être complice de l'insécurité qui gangrène nos quartiers. C'est une question de santé publique, monsieur. Et c'est être complice de l'assombrissement de l'avenir de nos jeunes qui tombent dans les trafics. Nous sommes un des pays qui sommes les plus durs sur ces questions-là et on est les plus mauvais en termes de prévention, monsieur. Si on ne résout pas du tout le problème comme ça, c'est une question de santé publique. Consommateurs, il faut remettre de la prévention et de la lutte contre les addictions. Donnez de l'espoir. Si votre espoir que vous donnez, c'est de dire aux jeunes, allez-y, droguez-vous, vous oublierez le réel. Non, mon espoir, c'est de sortir les consommateurs des addictions et de lutter contre les trafics. Juste une petite question. Dans la NUP, il y a Europe Écologie qui est pour la légalisation du cannabis. Mais on portera en effet la légalisation du cannabis, mais c'est pas contradictoire avec ce que vous venez de dire. Non, ce n'est pas contradictoire. Au contraire, parce que l'idée, c'est vraiment de mener une politique de prévention et de lutte contre les addictions, y compris au sein de l'école, et de tarir, d'enlever la racine du problème en s'attaquant véritablement aux trafiquants. Monsieur Galpin, vous vouliez intervenir. Alors, tout d'abord, je suis très surpris d'entendre Mme Véziès donner des leçons de morale, alors que ces équipes, par exemple, collent les affiches de Mme Véziès sur mes affiches depuis hier. Donc je trouve ça complètement anti-républicain, donc c'est des belles leçons de valeur. Mais d'ailleurs, j'ai pu déposer plainte ce matin contre votre parti pour le collage de vos affiches sur monsieur, mais je peux vous répondre, monsieur. Pas. Après, pas de souci. Et quant à Planoise, je pense qu'effectivement, il faut faire du social, mais on doit faire avant de la prévention. Et si il n'y a pas de prévention, eh bien, à ce moment, s'il y a de la prévention, et qu'elle n'est pas établie, à ce moment-là, effectivement, nous pourrons sanctionner.
Alors, je voudrais qu'on fasse un petit peu avancer ce débat. Je vous propose maintenant d'écouter un syndicaliste de la police. Il vous interroge, mesdames et messieurs. Justement, c'est un syndicaliste donc d'Alliance, le syndicat des policiers donc de la police nationale. On l'écoute à propos de la présomption de légitime défense. Notre pays est exposé à une montée en puissance de la violence. Les policiers sont en première ligne et sont malheureusement parfois contraints de faire usage de leurs armes, avec pour conséquence d'être immédiatement présumés coupables. Alliance Police Nationale demande la reconnaissance de la présomption de légitime défense pour nos policiers. Quelle est votre position sur ce sujet ? Donc, je vous rappelle un fait d'actualité qui a eu lieu ce week-end. À Paris, un contrôle qui tourne mal entre des policiers et une voiture. Il y aurait eu un refus d'obtempérer. Les policiers tirent. Il y a un mort, un blessé grave. Les 3 policiers placés en garde à vue ont été relâchés sans aucune charge retenue contre eux. Et l'enquête se poursuit. Et nous avons interrogé donc Emmanuel Pin avant ce fait divers dramatique de Paris. Monsieur Galpin, pour ou contre la présomption de légitime défense? Alors, tout d'abord, je connais très bien Emmanuel Pin, puisque mon métier aujourd'hui m'amène à travailler chaque semaine au commissariat de Besançon. Et je discute de tous ces soucis avec les fonctionnaires de police. Je veux d'abord faire un bilan des 5 dernières années où... Attention, l'heure tourne, il faut qu'on avance. Il y a eu des violences sexuelles en augmentation de 33%. C'est inacceptable. Il y a aujourd'hui 120 attaques à l'arme blanche par jour. Et aujourd'hui, nos fonctionnaires de police ne sont plus crédibles. Moi, ce que je veux, c'est leur redonner de la valeur, leur redonner du sens et bien évidemment leur redonner la présomption de légitime défense. Présomption de légitime défense, je me tourne du côté du Rassemblement national. Écoutez, Madame Zéry, c'était dans notre programme, c'était un des points importants, effectivement. Ça a souligné qu'on a eu 14 000 refus d'obtempérer sur les zones police et 13 000 en zone gendarmerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus le policier qui fait force de loi, c'est le délinquant, c'est effectivement, vous vous rappelez à Paris, cette personne qui n'a ni permis ni papier et qui se permet de rouler sur les forces de l'ordre. Donc effectivement, nous... Attendez, l'enquête est en cours. Oui, l'enquête est en cours, mais enfin, les caméras ont révélé, ça sera donné... Moi, je ne les ai pas vues, les images vidéo. Pour que le procureur dise qu'effectivement, il ne retient pas de charge, après avoir visionné les caméras, bon, je ne suis pas non plus dans l'enquête, mais disons que je fais également confiance au personnel de police, qui ont un métier très très difficile et que nous soutenons. Vous voyez, tant que ces gens-là ne pourront pas faire leur métier sans avoir peur, c'est-à-dire vraiment faire leur métier, c'est eux qui ont la loi. Je suis quand même étonné, en plus, de la part de ces voyous, j'allais dire, qui viennent de certains pays où, par contre, là, la police, j'allais dire, vous tirez même dessus avant que vous ayez pu mettre ses mains sur le volant. Vous voyez, moi, avec les 10 ans que j'ai fait dans la Marine nationale, je suis allé en Turquie, je suis allé en Égypte, je suis allé dans de nombreux pays comme cela, vous ne rigolez pas avec la police. Il n'y a que chez nous où on peut se permettre, effectivement, de s'en prendre à la police, c'est intolérable. Salima Inazeren. Oui, parce que chez nous, on est en démocratie. Et heureusement que la République... Excusez-moi, je vous ai écouté, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît, merci. Alors, pour ou contre cette présomption de légitime défense? J'aimerais, avant, quand même remettre quelque chose en perspective. La police nationale, comme je le disais, donc on est en République, la démocratie fait partie des services publics. Et en tant que tel, il doit être défendu. D'autant plus qu'ils sont en charge de la sécurité, la protection des personnes et du respect de la loi. Ceci étant posé, ils ont un devoir d'exemplarité en tant que fonctionnaires. Ils sont aussi fonctionnaires. Donc vous êtes contre la légitime défense retenue? Contre la légitime défense, nous avons un cadre, la présomption d'innocence. Il y a une enquête. Si faute il y a, il doit y avoir sanction. Comme tout à chacun. Moi, je suis désolée, je suis fonctionnaire. Je dois avoir une attitude irréprochable dans mon travail. S'il y a faute, il y a sanction. Et ça, c'est valable pour tout le monde, je pense. Parce que sinon, on est garant de la loi. Et la loi, on n'y touche pas. On va poser la question à Laurent Croisier. Alors, pour ou contre cette présomption de légitime défense? Le principe de présomption d'innocence qui régit le droit... Attention, là, c'est légitime défense. J'ai bien compris, mais le principe de présomption d'innocence qui régit notre cadre légal, d'une certaine façon, il répond à cette question. Donc, je ne suis pas sûr que moi, ça nécessite une disposition légale supplémentaire. Par contre, moi, je veux leur réaffirmer toute ma confiance, parce que la police, elle a besoin de savoir que ses citoyens ont confiance en elle. Et d'ailleurs, l'immense majorité des citoyens français... Vous visez qui, là? Clairement, je vais viser les propos de M. Mélenchon, qui sont absolument scandaleux et qui m'ont outré. Parce que je signale juste que Jean-Luc Mélenchon a déclaré « la police tue ». Oui, c'est le chef de file.
de cette alliance d'extrême gauche dont on parlait tout à l'heure. Et alors, moi, j'ai une pensée aussi pour la jeune femme qui a été tuée, malheureusement, et il faut avoir une pensée pour elle. Mais utiliser un drame, utiliser la défiance entre la police et les Français à des fins électorales, mais c'est absolument scandaleux. Ça participe pas du tout à l'apaisement français. Et en plus, ça démontre une chose, ça démontre qu'il y a quand même un problème entre M. Mélenchon et les candidats de la NUPES d'extrême gauche avec la République, avec les lois et avec cette volonté d'apaiser la société française. Alors, Jean-Luc, si je peux me permettre d'intervenir 2 secondes, je ne suis pas d'accord avec mon camarade, puisqu'il donne confiance à la police nationale. Néanmoins, au dernier Beauvau de la sécurité, qui est sorti 3 semaines avant les présidentielles, Monsieur le Président Macron a décidé de créer encore un nouveau mouvement, le mouvement de l'Assemblée, qui lui ira encore contrôler la police nationale. Donc, dans un premier temps, vous leur donnez effectivement votre confiance, mais dans un deuxième temps, vous créez encore une institution de contrôle. Ils sont déjà suffisamment contrôlés avec l'IGPN. Antagoniste avec la confiance. On va faire répondre quand même. Déjà là pour ça, Monsieur Croiset. Alors, moi, je pense qu'effectivement... donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon qui dit « la police tue au lendemain d'un drame comme ça », alors qu'aucune charge n'est retenue contre ces policiers, c'est quoi? C'est un dérapage ou c'est un dérapage contrôlé? Alors, je vais répondre... qu'il vise justement une partie de l'électorat qu'il veut mobiliser? Non, je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais remettre les choses en perspective. Je pense qu'il faut refondre effectivement la police de la cave au grenier. Et nous, on est pour une police de proximité, on est pour des gardiens de la paix, et non pas donc des gardiens de la paix, c'est-à-dire qui sont un service public et qui vont maintenir le droit à la sûreté, qui est un droit fondamental, rappelons-nous, dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens pour tout le monde. Nous, on est pour la suppression aussi de la politique du chiffre qui fait effectivement que les policiers vont s'occuper de petits délits au lieu de s'occuper des trafiquants, comme j'en parlais tout à l'heure. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi la formation des policiers à revoir. C'est une formation de 6 mois. Nous, on veut remettre une formation de 2 ans avec une formation continue. Et ça, c'est fondamental. Et effectivement, il y a des conditions de travail dans certains commissariats qui sont absolument iniques. Maintenant quand on a dit ça, on a un problème dans ce pays de politique de maintien de l'ordre. Ce n'est pas normal qu'après un refus d'obtempérer, la personne soit décédée. Un refus d'obtempérer, c'est une infraction, c'est un délit qui est puni par la loi de 2 ans d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende. Ce n'est pas la peine de mort. Ça fait 4 mois, en 4 mois, nous avons eu 4 morts. 4 morts pour refus d'obtempérer. Je rappelle que la peine de mort n'existe plus en France. Alors, on va faire réagir. Non, je finis juste. On va terminer parce que vous êtes très en avance en temps de parole. Vous n'aurez plus la parole après. Donc, je considère... Non, ce n'est pas ça. Je défends la loi, monsieur. Je défends la loi et l'application de la loi. Et effectivement, il y a un problème de maintien de l'ordre dans ce pays. On n'a pas à gazer des voyageurs qui attendent leur train à Gare de l'Est. On n'a pas à gazer non plus des personnes qui vont au Stade de France. Et on n'a pas à tuer des gens pour refus d'obtempérer. Il y a la loi, on applique la loi, monsieur. On applique la loi, monsieur. Mais si on n'a plus assez de fonctionnaires pour garantir l'ordre, et si on a remplacé l'homme par des gaz lacrymaux, le taser, le flashball, on assiste à ces dérapages. Je crois que le rôle de l'élu, c'est aussi de réconcilier ces forces de police qui sont à notre service, de nous, au quotidien de la population, et la population, et d'ailleurs, ils sont issus de la population. Donc, il faut quand même que nous, élus, on apaise les choses parce que le pays va mal, les tensions augmentent et on arrive à des drames de cette nature. Je voudrais justement, quand on parle des problèmes de sécurité, certains d'entre vous parlent prévention, éducation, et vous voulez même donc relier sécurité et éducation. Alors, quelles sont les solutions que vous allez proposer? L'école joue-t-elle son rôle et les parents jouent-ils le leur? Je vous propose d'écouter donc un responsable de l'association Paris qui œuvre à Planoise. 400 familles sont adhérentes à cette association qui donc est connue pour ses actions de soutien scolaire et d'accompagnement des parents. Nous écoutons l'un de ses responsables. Alors ma question portera sur les emplois aidés. Ces emplois aidés qui avaient été supprimés il y a quelques années, qui ont été remis en place quelques mois plus tard. Au niveau de l'association Paris, ces emplois aidés, on les utilise principalement en tant qu'adultes, post-adultes relais. Donc ils sont très importants pour le monde associatif. Ma question va être simple. Quelle est la politique que vous allez mettre en place pour pérenniser ces emplois adultes relais et qu'il n'y ait pas cette incertitude d'une année sur l'autre au niveau de ces emplois? Merci. Laurent Croiset, c'est à vous que je vais poser la question, puisque vous représentez ici la majorité présidentielle. Comment pérenniser ces emplois aidés qui ont été bien utiles à certaines associations sur le terrain? Alors, ce sont des emplois qui ont été effectivement utiles, mais c'était des emplois qui étaient précaires.
Donc là, il demande justement de les pérenniser. Initialement, c'était des emplois qui étaient précaires. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas continuer à capitaliser sur ces emplois. Maintenant, on est dans une période après Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On s'est aperçu qu'il y avait des gros soucis dans l'hôpital. Aujourd'hui, on a une crise des vocations à l'hôpital, on a une crise des vocations à l'école, on a une crise des vocations aussi dans la police, etc. Comment on continue à soutenir ces associations qui ont un rôle absolument fondamental. Donc il y a la préfecture qui a des fonds, exactement, il va falloir maintenir les fonds de la préfecture dans le cadre des politiques de la ville. Et puis, il va falloir créer un cadre législatif plus favorable à ce qu'on puisse aider, soutenir, financer ces emplois du quotidien. Et ça nécessite juste quelque chose. Ça nécessite que l'État ait des rentrées fiscales. Donc ça nécessite aussi une croissance de façon à pouvoir distribuer, équilibrer, partager cet argent en direction des associations. Fabrice Galpin, pour Reconquête, concrètement. Alors, je pense qu'il faut effectivement renforcer l'association Paris, qui pour moi fait un excellent travail. Les devoirs le soir, c'est parfait, alors qu'aujourd'hui on sait très bien que les deux parents travaillent. Je préfère que les jeunes soient... Même quand les parents ne travaillent pas. Les parents ne travaillent pas, mais pour les parents qui travaillent et qui rentrent tard du travail, je préfère que les enfants soient à l'association Paris à faire leurs devoirs, à travailler, à s'assimiler, plutôt que dans la rue. Bien évidemment, ce monsieur, il faudrait renforcer ses moyens, bien évidemment. Monsieur Lutz, pour le Rassemblement national. Écoutez, toute association qui fait un bon travail doit être soutenue. Cela dit, je me permets de revenir un tout petit peu avant parce que je n'ai pas pu donner ma conclusion. On pourra mettre tout l'argent qu'on veut dans les associations, dans la rénovation, comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas une réponse ferme de la loi. Et je suis désolé, votre garde des Sceaux, M. Croisier, est une personne qui ne correspond pas du tout à ce qu'il faudrait qu'on ait aujourd'hui. Vous parlez, vous, de 4 morts, mais ma foi, aujourd'hui, le nombre de crimes, le nombre d'incivilités, c'est pas 4 morts depuis quelques mois, c'est beaucoup plus. Donc, je le répète, on pourra mettre tout ce qu'on veut dans les quartiers, aider des associations si elles font du bon travail, c'est une chose. Tant qu'il n'y aura pas une réponse ferme, qui peut vous paraître violente, mais qui est ferme, de la police avec les moyens nécessaires et avec une réponse derrière de la justice, eh ben, vous oubliez quelque chose, c'est que vous ne donnez pas l'exemple. Moi, je regrette deux jeunes qui sont arrêtés et qui sont déférés, qui vont faire 2 mois de prison, ça fait réfléchir les petits copains. Voilà. Tant que vous niez le problème, et l'autre problème également auquel il y a une immigration sur Planon c'est quand même très importante, bah effectivement, là où il y a de l'immigration, là où il y a du chômage, là où il y a des gens qui ne comprennent pas le français, il faut ramener également de l'associatif, il faut ramener des gens pour aider. Bah ça nous coûte très très cher. Je rappelle également que l'hôpital, c'est un budget de 260 000 € pour les interprètes. Dans tout, là. Oui, mais c'est... Salima Inezerel. Je suis pas d'accord. L'exemplarité, heureusement, moi, je suis une fille issue de l'immigration, qui a grandi dans un quartier populaire. Oui, et vous parlez d'exemplarité. Heureusement qu'on n'écoute pas vos discours, parce que sinon, on irait juste se pendre. Il y a des très, très belles réussites, monsieur. Grâce à l'éducation nationale, grâce aux associations d'éducation populaire. Il y a également beaucoup de délits. Laissez-la parler. Grâce aux associations d'éducation populaire, grâce à l'éducation des parents aussi. Il faut aussi le reconnaître. Le tableau n'est pas si noir que ça. Et puis, en collant des étiquettes comme vous le faites, vous leur mettez encore plus la tête sur l'eau. On va demander à Séverine. Attendez, je suis professeure des écoles. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans l'éducation populaire. Donc, je connais le bien fondé de ces associations. Emploi aidé, non, il faut arrêter. Il faut des vrais emplois, des emplois qualifiés, des emplois bien rémunérés, parce qu'il faut un vrai travail. Là, il faut qu'on se donne les moyens. C'est la priorité, je pense, c'est de remettre des moyens dans l'humain, investir. C'est les enfants, c'est les citoyens de demain, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans l'éducation populaire. Là, je crois qu'on doit avoir une vraie ambition pour compenser les fragilités, pour compenser le travail des parents, pour compenser aussi une société qui, aujourd'hui, va mal. Je vous arrête parce que là, vous êtes en train d'exploser votre chronomètre. Séverine Vaziès, vous êtes déjà très en avance, donc je vous demande d'être très brève sur cette question. Je vais faire brève. Alors effectivement, il faut absolument soutenir des associations comme l'association Paris qui fait un travail formidable, mais plus globalement, il faut reconstruire notre école publique qui a été particulièrement malmenée, comme tous les services publics, par le quinquennat qui vient de se terminer. Réduire les effectifs partout où on le peut, et notamment dans tout ce qui est préélémentaire, lycée professionnel, et on a des quartiers prioritaires. Et il faut reconstruire les réseaux d'aide, les RASAID, que le gouvernement a supprimés, puisqu'ils ont fait des dédoublements pour les CP, etc. Mais c'est au détriment des autres niveaux et en prenant des moyens, notamment dans les réseaux d'aide. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que j'étais pour le dédoublement, mais avec des moyens supplémentaires
pas à moyens constants. Mais s'il y a C'est bien- ça la s'il y a différence bien- entre vous et nous, monsieur. La plus grosse réussite du quinquennat Macron, c'est justement Allez le en parler aux dédoublement. Mais instituteurs, écoutez, monsieur. j'ai travaillé 10 ans dans les écoles de Planoise. Bien Donc, sûr. non Moi, je suis seulement les d'accord, Mais il faut les tendre. non seulement les Effectivement. instituteurs, non seulement Attendez, je les s'il connais, vous mais plaît. j'y travaille. Et Planoise, j'ai travaillé pendant bien 10 sûr. ans. Non, mais effectivement, Mais je suis c'est la enseignante preuve- aussi, donc je sais comment ça non, oui, mais fonctionne, vous monsieur. Vous n'êtes pas dans Et le alors premier degré. Et alors Mais je crois que vous avez Non, montré non, que la vous connaissez suppression pas. des rasettes, monsieur. Non, Salima Inezarren, s'il vous plaît, vous laissez parler Monsieur Croisier et qu'il aille au moins jusqu'à la fin de son idée, dédoublement. s'il vous plaît. Des C'est classes fait au de détriment CP. des Pour la CM. première fois, Madame Béziès, pour la première fois, on a quasiment 100% des CP qui arrivent à lire à la fin de l'année. Ça s'est fait au détriment des CM, C'était monsieur. du jamais vu, Madame Non, ça s'est Béziès. fait au détriment Rendez-vous des rendez-vous CM. compte dans ces quartiers prioritaires. Et fait au on a une détriment des qualité de CM. travail. On a des enseignants qui disent C'est on a pas des ce que disent journées les enseignants. apaisées. Si, Non. mais ceux que vous côtoyez, Madame Véziès, Ah, ils c'est sont... un ceux que tri vous- dans les oui, enseignants, ceux alors, que vous monsieur. côtoyez, ils se S'il sont vous plaît. plaints qu'ils n'avaient plus de salle d'art plastique pour pouvoir D'accord. œuvrer. Eh ben moi, je préfère des enfants qui savent lire, écrire et compter plutôt que d'avoir une salle d'art Mais moi, je plastique. préfère qu'on on n'a pas garde parlé les- du qu'on collège. fasse Je- pas en Non, envoyer non, le non, leçon ça va. plus, Ça, c'est le voilà, vous êtes collège déjà aussi. très en avance, mesdames, sur votre temps de parole. On va quand même laisser quand même un peu de place aux hommes, mesdames, s'il vous plaît. On passe au dernier thème de cette émission, de ce débat, à savoir l'environnement. Et on commence directement, histoire de gagner du temps, par cette question posée par Philippe Coberlet, représentant de l'association SOS Loup et Rivière Comtoise. On l'écoute. La Loue, dont une partie du cours est sur votre circonscription, est à l'agonie. Elle n'héberge plus que 20% de son potentiel piscicole théorique. C'est sans doute la dernière législature où il sera possible d'inverser la tendance. À l'heure où je vous pose cette question, des poissons meurent dans la Loue, dans cette eau qu'une partie de la population boit, où des enfants se baignent ou vont se baigner. C'est pourquoi nous aimerions connaître les actions précises et concrètes que vous entendez initier ou soutenir afin de sauver la rivière de Gustave Courbet, Marcel Aimé, Bernard Clavel et bien d'autres encore. Un patrimoine culturel, historique, naturel et touristique d'exception dont vous aurez la charge si vous êtes élu. Allez, on commence avec vous, Fabrice Galpin, pour Reconquête, parce que c'est vous, le petit dernier de la classe. J'ai les chronomètres là qui s'affichent. Alors, concrètement, attention, je veux des mesures concrètes, réalistes. Comment sauver nos rivières, en général, la Loue en particulier? Alors, il faut d'abord, pour sauver nos rivières, et la Loue en particulier, comme vous le dites, il faut déjà faire un gros effort vers nos agriculteurs. Je sais qu'on les a beaucoup sollicités ces dernières années, notamment avec le glyphosate, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Il faut réellement avoir un consensus avec eux et travailler sur les produits qu'ils peuvent utiliser et les produits Alors, qu'ils ne quand on peuvent vous pas parle utiliser. santé des rivières, le premier public que vous visez, ce sont les agriculteurs. Ce n'est pas forcément le premier public que je vise. Il y a aussi les entreprises qui déversent. Je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup plus de contrôle. Et ce n'est même pas un contrôle que je vous dirais, c'est plutôt un partenariat. C'est mettre tout le monde autour de la table, voir ce qui se fait de bien, ce qui se fait de mal, et tous ensemble arriver à un consensus pour justement sauver nos rivières et sauver nos forêts. Monsieur Lutz, pour le Rassemblement national, les agriculteurs aussi sont dans le viseur quand Non, on moi, je parle voudrais d'environnement? Je crois que nos amis agriculteurs qui ont fait des gros efforts et qui encore aujourd'hui vont en faire parce que les normes européennes et françaises qui se rajoutent dessus font que aujourd'hui c'est un casse-tête et administratif. Et, Vous prenez leur défense parce que c'est un gros réservoir de voix pour vous? Ouais, parce que c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous nourrissent. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, on peut quand même pas non plus en permanence s'attaquer, j'allais dire, à la poule aux œufs d'or du point de vue de l'alimentation. Je pense que déjà beaucoup d'efforts ont été faits. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui, ils ont peut-être d'autres sources. Moi, je veux bien la pollution, vous me parlez des entreprises. La dernière, c'était quand même l'usine de coutellerie de Saint-Vite. Et là, je voudrais que tout le monde prenne sa responsabilité. Cette usine a été... Je vous en prie, excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, mais je veux dire, cette usine a répondu à des critères à l'époque d'installation, validés par la préfecture. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus les bons. Alors, faisons tout ce qui est nécessaire, effectivement, pour le faire. Non, mais en entreprise, on a aussi des fromageries qui ont été donc traduites devant la justice la semaine dernière parce qu'elles rejetaient des effluents dans la rivière. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et Voilà pourquoi je dis qu'il faut un vrai consensus avec les partenaires autour d'une table. Le consensus, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre les fromagers, les agriculteurs, les protections de la nature. Tous ensemble, et travailler. Et des gilets, et les 10 gilets par pare-balles et des sacs de Il n'y a sable. pas besoin de gilets pare-balles. Quand on est intelligent, je pense qu'on peut discuter avec tout le monde.
Non, je pense que les agricultures et puis l'industrie fromagère quand même travaillent déjà aujourd'hui la main dans la main. Maintenant, effectivement, c'était à nous de regarder les quelques défauts qu'il y a pu avoir à ce niveau-là et faire qu'ensemble, la rivière se porte bien. Bon, moi, la Loue, effectivement, il y a une alerte qui est donnée par cette association, mais pour la fréquenter quand même chaque été, je trouve que c'est quand même une rivière qui est belle, qui n'est pas non plus... Attendez, il n'a pas dit qu'elle était non, mais moche. attendez, je termine. J'ai dit, moi, des poissons, j'en vois également. Alors, peut-être pas autant qu'ils voudraient en voir, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On ne peut pas taper en permanence dessus. Je vous rappelle cependant, j'extrapole un peu, que dans le 71, ce qui pose beaucoup de problèmes, ce sont plutôt les usines de méthanisation. Saône-et-Loire, 71. Salima et Nazeran. Alors, la Loue avait une réputation quand même nationale pour sa population piscicole. Voire Et internationale. même internationale. Mais ça, c'était avant, ça. Ça, c'était il y a avant, longtemps. mais elle est toujours aussi jolie, effectivement, on aime aller s'y balader. Il faut déclarer l'eau bien commun. Il faut que l'État déclare l'eau bien commun. C'est un combat qu'on doit mener et avoir une priorité. Sans eau, on ne peut pas vivre. De toute façon, ça c'est clair. Donc il faut s'en prendre aux agriculteurs ou pas? Pas forcément qu'aux agriculteurs. C'est pareil, il y a des agriculteurs très vertueux. On parlait de la police nationale tout à l'heure, il y a des policiers vertueux. Il y en a quelques-uns qu'il faut sanctionner. Là, les agriculteurs qui ne respectent pas la loi, il faut le faire. On a un sol particulier, on a un sol karstique. Tout rentre. Il n'y a pas de filtre. Tout va dans l'eau. Donc il y a une prise de conscience à avoir, un accompagnement à avoir et trouver des solutions. La recherche, l'innovation soit anglais sur cette problématique-là qui devient plus qu'urgente. Un accompagnement des agriculteurs, des industriels. Je vous arrête, et du citoyen. Oh là là, vous dépassez votre chronomètre. Séverine Véziès, dites-moi. Alors effectivement, c'est un sujet d'actualité, vous l'avez dit, il y a eu une condamnation la semaine dernière, et il y a eu un reportage encore hier d'une pollution à Recologne, et il faut mettre en perspective le fait que l'eau, c'est l'enjeu du 21e siècle. Et oui, c'est un bien commun. Oui, c'est un bien commun et ça veut dire qu'il y a certains principes à poser, comme enlever l'eau de la gestion de la prédation des firmes multinationales et de la gestion privée. Après, des mesures concrètes par rapport au sujet qui nous est donné là. Le volet pénal. À l'heure actuelle, le Code de l'environnement est obscur sur ces questions-là. Par exemple, sur l'eau, il y a une loi... Non, mais actuellement, on voit la justice. Vendredi, il y avait 4 fromageries qui étaient devant la justice. Ils ont visiblement décidé de taper au portefeuille. Il y a 0,5 ou 1% des affaires qui sont réellement traitées et les magistrats se plaignent d'une chose, c'est le fait que le Code de l'environnement n'est pas suffisamment clair. Il y a une loi qui concerne les poissons, une loi qui concerne la faune et la flore. C'est très compliqué. Le délit d'écocide, il faut prouver que le dommage va durer 7 ans. Pour pouvoir véritablement caractériser... Donc vous voulez refaire la loi? Moi, je pense qu'il faut renforcer le volet pénal. Il faut renforcer effectivement les effectifs de police de l'environnement dans les parquets. Il faut renforcer également l'Office français de la biodiversité. Et il faut accompagner les agriculteurs parce qu'effectivement, le comté, c'est une pépite dans notre région et elle se doit d'être exemplaire. Et il faut accompagner les agriculteurs parce qu'effectivement, il y a souvent des problèmes de stations d'épuration qui ne sont pas calibrés et qui fait qu'effectivement, il y a des effluents qui arrivent dans la Loue. Donc il y a un volet pénal à renforcer, il y a à clarifier, il y a un accompagnement et il y a le service public qui est l'Office national de la biodiversité. Est-ce que c'est possible de développer l'activité humaine comme l'agriculture, la fromagerie, etc., sans nuire à l'environnement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, se dire qu'on a une responsabilité collective. On a un joyau dans notre département, dans notre circonscription. On est tous d'accord au moins sur ce point-là. Et il faut absolument le préserver. Que ce soit l'eau, que ce soit les paysages, c'est juste ce qui fait l'attractivité de notre territoire, ce qui fait la beauté, ce qui fait pourquoi on y vit et qu'on s'y sent bien. Et on a une responsabilité collective. Donc oui, il faut mettre tout le monde autour de la table. Il faut que tout le monde puisse comprendre qu'il a une part de responsabilité. J'ai parlé de collectif, et du coup, individuellement, cette fois, on a tous une part de responsabilité. On parlait tout à l'heure des agriculteurs, on parle des industriels. Moi, je vais rajouter aussi les boues des stations d'épuration qu'on épand dans les champs. Donc, ça a aussi un impact sur la pollution. Donc, on ne peut pas cibler tel ou tel. Il faut tous nous mettre autour de la table et il va falloir aussi changer notre modèle, notre façon de fonctionner par rapport à nos déchets. Nos déchets qui soient les plastiques, mais aussi nos déchets qui soient les boues, les déchets industriels, les déchets, entre guillemets, agricoles. On met en place des
on relance des filières de recyclage. Voilà, on réfléchit par exemple sur ces bouts de stations d'épuration à pouvoir faire de la méthanisation, on en a parlé, mais ça fait partie des aspects, ou alors de les brûler dans des usines d'incinération et de faire ensuite des réseaux de chaleur. Je vous arrête, monsieur. Ce sont des vœux pieux, ça, monsieur Croisier. 90% des cours d'eau sont pollués aux pesticides et votre gouvernement s'oppose à l'interdiction des pesticides. Donc là, vous avez fait des constats. Laissez-moi finir, monsieur Croisier. Laissez-moi finir, monsieur Croisier. Fichu en France quand on vous écoute. Laissez-moi finir. Les services publics sont fichus. Le monde politique est-ce que vous souffrez que je puisse vous répondre, monsieur Croisier, parce que là, vous nous sortez des... Vous nous sortez des banalités, monsieur. Non, je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer, monsieur, qu'un autre monde est possible que celui que vous nous proposez, qui est l'inaction climatique. Je rappelle que votre gouvernement a été condamné par le tribunal de Paris pour inaction. Non, vous avez été condamné pour inaction climatique, monsieur. Voilà. Ça, ce sont des faits. C'est le point noir quand même du précédent mandat d'Emmanuel Macron qui a failli sur la politique environnementale. Là, il nous fait des grandes promesses, mais on doit être vraiment très exigeant à ce niveau-là. Pour ça qu'il a neigé le 1er avril. Oui, justement, on va faire réagir M. Galpin et M. Lutz pour Reconquête et pour le Rassemblement national. Et après, j'appellerai Claude Bruyot. Justement, est-ce que, d'après vous, Macron en a fait trop ou pas assez ? Écoutez, nous, sur l'environnement, nous, on a une position qui est différente. Vous savez qu'on est pour le localisme, on est naturellement contre les éoliennes qui sont des énergies qui sont pour nous pas renouvelables, qui engraissent seulement l'industrie allemande. On est effectivement pour le nucléaire, qui est l'énergie propre, qui devrait être délivrée aux Français d'ailleurs en prix de sortie d'usine, c'est-à-dire à 40 € du mégawatt, et non pas avec l'Europe que vous avez fait du marché unique, on la vend 40 et on est obligé de la racheter 300, ce qui fait que les factures d'énergie vont exploser pour nos concitoyens. Donc là-dessus, effectivement, nous, notre écologie, elle est positive, c'est le localisme, elle est réelle, elle ne part pas dans des chimères complètement ahurissantes. Alors vous, votre écologie, elle est comment ? Alors moi déjà, je ne comprends pas, M. Croisier, pourquoi M. Macron, dans son dernier quinquennat, n'a pas justement tout mis en place pour l'environnement. Et pour moi, l'écologie, l'éolien, je suis complètement contre. Aujourd'hui, si on mettait de l'éolien, il faudrait mettre en France 36 000 éoliennes. 36 000 éoliennes. 36 000 éoliennes pour supprimer toutes les centrales nucléaires. Exactement. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, chaque citoyen ait envie d'avoir une éolienne dans son jardin. Ensuite, c'est l'énergie éolienne à refaire. C'est extrêmement compliqué de revaloriser les éoliennes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler sur d'autres énergies. Vous voulez dire les éoliennes, c'est difficile à recycler, quoi. Exactement. Il faut travailler aujourd'hui sur l'hydrogène. Il faut trouver une indépendance. Et cette indépendance française, énergétique, elle ne passera aujourd'hui que par le nucléaire. Alors, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, j'appelle maintenant Claude Bruyot. On se croirait presque... Donc à l'Eurovision, Claude Bruyot, qui est journaliste à France Bleu Besançon. Et comme promis, c'est lui maintenant qui va vous interroger pour revenir sur les éléments du débat, sur un certain nombre de choses. Bref, il va vous titiller un petit peu. Et alors, Claude, vous avez décidé de commencer par Salima Inezaren. Bonsoir, Madame Inezaren. Alors on est, vous l'avez dit, vous l'avez tous répété, dans un scrutin qui a une envergure nationale. Si vous n'êtes pas présente au second tour et que Madame Véziès est, elle, qualifiée pour le second tour, est-ce qu'il y aura un rapprochement naturel ou délicat avec NUP ? Est-ce que vous poserez la question aussi à Madame Véziès, si c'est moi qui suis au second tour ? Je me pose la question. Dans l'hypothèse où vous n'êtes pas au second tour, que faites-vous ? Dans l'hypothèse, déjà, moi je concours à cette élection avec... mes partenaires autour de cette table, pour porter un projet auquel je crois, qui est sensiblement différent quand même de celui de Mme Véziès, sur certains points. Sur d'autres, on se retrouve. On verra au second tour ce qui va se passer, mais je compte bien y être au second tour. Parce qu'il y a quand même des positions qui sont assez proches, notamment quand on a abordé la question de la sécurité tout à l'heure. On vous sent quand même relativement proche de Mme Véziès. Alors, les téléspectateurs ne voient peut-être pas forcément la différence à ce moment-là. Alors, plus proche de Mme Véziès que de M. Croisier. Sur le point de sécurité, je n'ai pas senti trop de différence. Simplement, les retraits, remettre des fonctionnaires.
L'éducation populaire et la prévention, là, je crois qu'on était tous plus ou moins d'accord sur ce plan-là. Vous dites tous pas les Non, deux messieurs. Voilà. J'ai cité Madame Véziès et Monsieur Croisier. On n'est pas d'accord avec Monsieur Lutz et Monsieur Galpin, ça je vous l'assure. Nous verrons bien la configuration de ce second tour, comment il se profilera. Il faudra aussi des engagements forts, notamment sur la question européenne et des valeurs de la République. Monsieur Galpin est à vous, si j'ose dire, Claude. Alors, Monsieur Galpin, on s'est rencontrés il y a quelques semaines lorsque vous aviez présenté donc, vos candidats dans le département. Et vous m'aviez dit, pour France Bleu Besançon, c'est pas parce que je suis à Reconquête que je fais pas de social. Et là, vous avez abordé la question du social de manière assez générale. Alors, c'était intéressant, mais peut-être pas assez précis. Est-ce que vous pourriez préciser le propos quand on parle, par exemple, de Planoise? Qu'est-ce que vous faites dans le domaine du social précisément? Alors, depuis les années 70, il y a 10 plans sociaux qui ont été faits sur Planoise. Il y a plusieurs millions d'euros qui ont été donnés sur Planoise. Et on se rend bien compte aujourd'hui que ça n'a servi à rien. Mettre de l'argent comme ça ne sert effectivement à rien. Par contre, quand je vois une association comme Paris, effectivement, qui pleure de ne pas avoir suffisamment de personnel, eh bien oui, il faut redonner du personnel. Je suis pour le social, je ne suis pas pour l'assistanat. Mais remettre du personnel, il faut de l'argent. Ah ben bien sûr qu'il faut de l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent qu'on met à Planoise, est-ce qu'il sert? Est-ce que vous avez l'impression qu'il sert? Tous les rodéos urbains qui ont lieu tous les dimanches, ça c'est notre argent. On n'est pas là sur le social, là. On est sur la sécurité. Et quand vous dites remettre du personnel, quitte à créer des emplois de fonctionnaires? Alors, quitte à créer des emplois de fonctionnaires, oui. Il faut des gens qui soient... Ah, c'est pas forcément ce que dit Éric Zemmour, hein. Après, il y a des grandes lignes. Moi, je connais mon secteur. Je vois que Planoise, il faut du monde, il faut des éducateurs. Il faut aider. Il ne faut pas saupoudrer d'argent en permanence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vais prendre par exemple un exemple social actuellement qui me tient à cœur. C'est le restaurant L'Entracte à Besançon, qui est actuellement un jeune qui travaille chez lui, qui s'appelle Mamadou, un jeune Guinéen. Eh bien, ce jeune, il a reçu une OQTF il n'y a pas très longtemps. Obligation de quitter le territoire français. Voilà, une OQTF il n'y a pas très longtemps. Ce jeune, c'est une valeur pour la France. Il faut le garder. Néanmoins, tous les choufs, effectivement, qui sont à Planoise, tous ceux qui ont une économie souterraine à Planoise, non, il faut sévir. Donc vous êtes pour du social, pas de saupoudrage. Je suis pour un social modéré, tout simplement. On écoutera M. Lutz répondre peut-être à ce point de vue. Vous pouvez continuer, Claude, et justement, c'est Thomas Lutz derrière. Allez-y. Et on reste à Planoise. Monsieur Lutz, chef d'entreprise, vous avez abordé la question de la sécurité de manière assez ferme. Alors, ça a le mérite de la franchise. Vous dites qu'il faut sanctionner immédiatement. La seconde chance, pour vous, ça n'existe pas. Ah mais attendez, la prison, elle est là déjà pour isoler, pour protéger les citoyens. D'un dealer qui peut avoir des armes chez lui, qui peut faire, comme le disait ma voisine tout à l'heure, faire que les gens ne puissent plus descendre dans leur cage d'escalier ou qu'à certaines heures, ils ne puissent plus bouger. Donc je veux dire, cette personne-là, il faut déjà la mettre en prison pour le bien des citoyens. Deuxièmement, effectivement... Quel est le délit qui, selon vous, est passible de prison? Si c'est juste de squatter au pied de l'immeuble et puis embêter les gens qui montent... Moi, je ne vais pas me faire... la loi, elle est là. Enfin, je veux dire, des délits, je pense qu'on en a assez pour que les problèmes qu'il y a à Planoise soient largement traités par les magistrats. Le problème, c'est qu'il faut que les magistrats aient la volonté de le faire. Je le soulignais tout à l'heure, le gouvernement Macron a un bilan nul et même mauvais là-dessus. Excusez-moi, je vous reprends sur ce thème-là. Volonté ou moyen? Alors, je pense que déjà, il y a une question de volonté. Si vous voulez, les moyens, il y a des policiers qui aujourd'hui ont besoin de plus de moyens, d'avoir, j'allais dire, la possibilité de se défendre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, plus de moyens matériels et également humains. Mais derrière, si vous mettez 10 policiers pour courser 10 dealers de drogue, et puis qu'au bout d'une heure, à la Gardeau, ils sont relâchés, et puis qu'ils rentrent chez eux tranquillement... La Gardeau, pour ceux qui ne sont pas sur Besançon, c'est le commissariat de Besançon. Ce n'est pas que France 3. Excusez-moi de ces raccourcis, non, je ne pensais pas à France 3. C'est aussi un très joli parc. Voilà. Effectivement, si ces dealers, au bout de 2 heures, sont de nouveau de retour dans leur quartier, excusez-moi, en petit caïd et en roi, ça ne sert à rien de mettre des moyens dans la police. Il faut que la loi, force doit rester à la loi, et la loi doit être appliquée. Et puis la prison, elle est là pour faire réfléchir les délinquants. Vous voyez, je suis même pour un modèle de prison à la japonaise. Ça, c'est pas la notion de seconde chance. Mais si, parce que la prison, si vous voulez, aujourd'hui, la prison, malheureusement, elle rend les gens plus mauvais. La prison, elle devrait être vertueuse. C'est le principe de la prison républicaine. Elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Moi, je peux vous dire qu'au Japon, il y a une prison qui est exemplaire parce qu'on vous isole pendant 15 jours ou 4 semaines. Et pendant 15 jours ou 4 semaines, vous ne regardez pas la télé, vous êtes face
à votre vie, pourquoi vous en êtes là. Votre contact, c'est votre avocat qui vous explique pourquoi par rapport à la société... C'est de retraite spirituelle, là. Non, mais écoutez, mais il y a un moment, il faut quand même que les gens soient face à la situation dans laquelle ils se sont mis. On ne peut pas excuser en permanence tout le monde. C'est trop facile de dire « Oh, il était jeune, il a voulu une belle voiture, donc il allait braquer les gens, ou il allait voler, mais il ne le faisait pas, il le faisait pour ses copains et tout. » Non, je regrette. La loi, elle est là. Moi, je veux dire, je termine là-dessus. Nous, en tant que chef d'entreprise, on n'a pas droit à une seconde chance. Moi, ma TVA, si le 25, elle n'est pas faite, j'ai 10%. Moi, si je me trompe dans une déclaration d'embauche, j'ai la pénalité. Et au besoin, en tant que chef d'entreprise, si un employé se blesse parce que je ne lui ai pas donné les équipements ou qu'il a fait une erreur, mais que je suis responsable, c'est moi qui peux aller en prison. Alors, vous avez une pénalité, vous n'allez pas en prison. Je vais en prison également. C'est arrivé... Non, mais renseignez-vous également un petit peu. Il y a eu un accident dans une industrie où les racks sont tombés avec le cariste. Le chef d'entreprise, le soir, était sans lacet en cellule. Donc, on va juste les gens honnêtes, on sait les rattraper. Juste faire réagir M. Galpin, justement, sur ce que dit M. Lutz. Vous parlez prévention sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours de la droite, on va dire? Alors, je suis à peu près d'accord avec le discours de M. Lutz, mais avant tout, je pense qu'il faut éduquer, faire une prévention, et si effectivement l'enfant, je dirais, ne comprend pas, effectivement, là, on peut le mettre en prison, et il faut effectivement verbaliser. Par contre, il faut donner à nos fonctionnaires le moyen de sévir et le moyen de verbaliser. Aujourd'hui, les fonctionnaires de police, quand ils vont au travail le matin, ils ne se lèvent pas en disant « je vais tuer quelqu'un », comme le dit M. Mélenchon. Ils ne se lèvent pas comme ça, mais ils se disent « je vais faire mon travail ». Et ils partent malheureusement avec la boule au ventre, parce qu'ils ne savent pas si le soir ils vont être en garde à vue ou non. Je parlais tout à l'heure des rodéos qui partent de Planoise et qui font le tour des boulevards. Aujourd'hui, il n'y a pas un policier qui intervient. Parce que si malheureusement il percute quelqu'un, qu'il fait tomber quelqu'un, ce sera le policier qui ira en garde à vue. Donc il faut déjà une éducation, une prévention, et ensuite, effectivement, c'est là où je rejoins M. Lutz, il faut sévir. Aucun de vous deux ne déplore quand même le manque d'éducateurs spécialisés là. Non, écoutez, madame, je vous ai écouté. Là, je crois qu'ils sont en train de disparaître. Oh, les millions. Arrêtez de parler de millions. Arrêtez d'opposer les populations. Vous êtes à la région. Vous savez qu'on a mis 40 millions. Met dans les autres territoires quand même. Quartier, madame. 40 millions. On peut laisser parler madame Inazeren, s'il vous plaît. Vous savez que nous, on a fait campagne sur le pacte de la ruralité. Vous voyez, le bouclier rural. Le bouclier rural. Sur Saint-Vite, sur O2, sur Boussières, on ne met pas les millions qu'on déverse à Planoise. Et vous n'avez pas les enfants des habitants. Vous êtes largement devant en temps de parole. Salima Inazeren, vous avez la parole. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez me laisser parler? Mais monsieur, vous pouvez... Attendez, juste une seconde. Est-ce que vous pouvez juste aussi être un petit peu moins violent? Parce qu'en fait, vous êtes d'une violence qui est assez incroyable. Alors souffrez qu'une femme puisse vous répondre et vous parler. Oui, je défends la vérité. Donc non, effectivement, je m'entends. Non, vous êtes relativement violent, monsieur. C'est encore à Planoise qu'il y a des problèmes de sécurité. Vous êtes très violent, monsieur. On l'a déjà dit. Salima Inazeren, c'est à vous, vous avez la parole. Dans aussi peu d'espace, autant de population avec autant de fragilité, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Vous parlez, si vous voulez qu'on parle des réalités, elle est là aussi. Vous parlez, je finis. Merci, c'est gentil. Oui, justement, et c'est pour ça qu'on met des politiques publiques aussi dans les campagnes. Et heureusement, si vous faites le ratio par habitant, il est équivalent. Non. Si vous balancez des millions, mais il y a plus de personnes. Bien sûr, et heureusement que je le sais. Et c'est pour ça qu'on a été élus. On a été élus aussi grâce à nos politiques qui s'intéressent à tous les territoires. Je pense que ce serait pas mal de dire aussi que la première circonscription du Doubs ne se résume pas à Planoise. Il y a beaucoup de ruralité, qu'il y a de grands questionnements sur la ruralité, notamment les questions de services publics. Et je regrette qu'on n'ait pas non plus parlé de pouvoir d'achat, d'hôpital, de services publics, de transport public. Je sais bien consacré déjà 1h10 pour cette circonscription. Je sais bien, mais on a d'ailleurs, on va de redonner. On a parlé beaucoup de sécurité. Oui, parce que c'est quand même la circonscription de Franche-Comté, si vous me laissez terminer ma phrase, qui connaît le plus de problèmes de sécurité. Mais on a aussi des questions de pouvoir d'achat. Donc on va redonner la parole à Claude Brouillot, si ça vous dérange pas, Madame Véziès. Claude, vous voulez intervenir une petite seconde. 2 secondes. 2 secondes. Moi, je suis surpris de ce que j'entends sur Planoise de la part de ces deux dames, parce que quand mes équipes militantes, on leur dit il faut aller coller à Planoise, elles ne veulent pas y aller. Parce qu'elles me disent clairement, Planoise, c'est plus la République, on va se faire attaquer, on va se faire agresser. Elles ne veulent pas y aller et ça n'est pas normal. On va laisser Claude Brouillot poser sa petite question maintenant à Laurent Croisier. Oui, et malheureusement, on va rester sur Planoise parce que c'est l'actualité du moment. Et on n'a pas entendu M. Croisier là, dans ses derniers échanges. M. Croisier, vous avez dit tout à l'heure, c'était intéressant sur la sécurité, il faut plus de bleu sur le terrain. Qu'est-ce que vous dites aux policiers bisontins qui, pour certains d'ailleurs, pour préserver leur sécurité,
ne montent pas dans les cages d'escalier, dans les immeubles, parce qu'ils sont pères de famille, tout simplement. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous êtes mal informés, ils y vont dans les cages Non. d'escalier. Ah si, les Non. policiers municipaux, ils vont. Vous savez qu'il y a eu... Je peux vous Il y a eu dire. un cambriolage il y a 3 semaines, non, bureau de poste ils y à vont. Planoise, et les policiers sont montés. Ceux-là sont montés et ils ont interpellé. Je peux vous dire que les policiers n'ont pas peur d'aller à Planoise, ils y vont. Ni Ils les font- municipaux, ni ni les les nationaux. Je crois qu'il faut, ni les- qu'il faut ni que les vous reboucliez nationaux. un petit peu ces Ah non, informations-là, moi, parce que moi, je vous assure qu'en allant régulièrement et au parquet Non, mais je pense et que- sur le terrain, tous les policiers Moi, je pense ne que je les vois ne quasiment tous veulent les jours. pas Je suis en monter dans contact les quasiment immeubles. tous les jours. Donc non, il ne faut pas avoir peur d'aller à Planoise. On peut aller à Planoise. Moi, il m'arrive d'aller à 22h en costard, cravate et ne rien craindre. Il y a 99%, Mais qu'est-ce que vous leur dites aux policiers, il y a 99% des Répondez à ma habitants de question. Planoise qui Mais sont qu'est-ce que des vous leur honnêtes dites? gens. Quel discours Donc vous leur nous, tenez? n'inversons pas la... Vous êtes élu, Oui. Oui. Qu'est-ce que vous dites aux policiers bisontins? Quel discours vous leur tenez? Mais je leur dis, il ne faut pas avoir... Non, je leur dis même pas, il faut ne pas avoir peur, ils y vont à Planoise. Donc non, votre question... Et vous leur dites quoi alors? Eh ben, je leur dis, on va juste vous simplifier les procédures administratives pour que plutôt que vous soyez dans votre bureau à remplir des formulaires, vous puissiez aller faire votre travail et c'est ce qu'ils demandent. Ils veulent redonner du sens à leur travail. Leur travail, il est Vous aux leur donnez côtés de plus la de moyens? population. Je leur donne évidemment plus de moyens, mais il y a d'effectifs? énormément de moyens qui ont été faits. Mais ils ont besoin aussi que la justice suive, ça a été dit tout à l'heure. Et on redonne des moyens à la justice de façon à ce qu'on puisse établir Alors, toute la justice, chaîne. j'ai repris tout à l'heure Monsieur Lutte. Oui. Manque de volonté, manque de moyens. Non, manque de moyens. Le budget de la justice a été augmenté de 30%. C'est historique. Il va falloir... Il n'y en a pas assez. Il va falloir un magistrat, il a 300 dossiers sur son bureau. Vous croyez qu'il peut agir? Donc, on a déjà créé 7000 postes de justice les 5 dernières années. On va continuer. On va créer 8500 postes de magistrats et de personnel de justice pour aider sur cette continuité de chaîne pénale. Donc, on a l'éducation, les éducateurs qui sont très importants. Et moi, je rejoins ce qu'a dit Madame Inès Arène. Les éducateurs, ils ne servent pas aux 1% qui sont malhonnêtes, aux dealers. Non, ils servent à 99% de la population et ils sont très importants dans la rue. Et il n'y en a pas assez. Et il n'y en a pas assez. Pourquoi il n'y en a pas en zone Mais rurale il faut... Mais... Pourquoi il n'y en a pas? Mais parce Selon que- vous dire, la parce que les- délinquance n'existe les que besoins, qu'à voilà, Planoise. les besoins Écoutez, sont pas les, c'est comme ça qui est sont, fait sont pas les aujourd'hui, mêmes. quand même, hein. Donc l'école, les éducateurs et puis évidemment il faut la répression. Donc les policiers et derrière il faut une réponse pénale quand il y a une infraction qui est commise et cette réponse pénale on permet au juge de pouvoir l'appliquer. Et la prison, quand les prisons sont déjà remplies à 120%, on fait comment? Eh ben, on recrée des prisons, c'est dans le programme du président Macron, puisqu'en ouais, 2027, alors, entre alors, 2017 déjà- et 2027, il y aura eu 15 000 Déjà, places pour les de prisons, moi, prison je vais vous créées. répondre. On renvoie les 10 000 prisonniers qui sont illégaux. On les renvoie dans leur pays, tout simplement. Ça va déjà libérer 10 000 places. Claude Fallait pas Briot, réfléchir parce que je vous promets qu'une prison au Maroc ou en Turquie, c'est pas la prison en France. Claude Et- Briot, et à vous pour, de- et pour à vous- rebondir sur la question d'avant, de monsieur, les policiers n'ont pas peur d'aller à Planoise. Ils n'ont absolument pas peur d'y aller. Par contre, effectivement, je peux complètement comprendre qu'ils ne veulent pas y aller, parce que les gens qu'ils arrêtent à 22h, à 23h, ils sont dehors. donc vous allez interroger maintenant Séverine Véziez. Voilà, Madame Véziès, donc pour terminer, accompagner les agriculteurs, vous avez dit, sur les questions environnementales, la protection de nos rivières, préserver notre pépite, la filière Comté, donc les fabricants. Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner aussi parfois? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un volet pénal à clarifier, je l'ai dit, il faut donner des moyens à l'Office national pour la biodiversité, il faut renforcer la police environnementale dans les parquets, mais néanmoins, effectivement, il faut un processus d'accompagnement, mais pas que la filière Comté. Nous, on est pour une agriculture paysanne, locale, biologique, parce qu'il faut assurer notre souveraineté alimentaire, et moi, je suis effectivement pour développer une agriculture locale, paysanne, et non pas avec un modèle agricole, avec une agriculture intensive. Ça veut dire aussi agir Tout au le monde niveau ne peut européen. pas faire du bio. Non, j'ai pas dit du bio. Déjà, si on fait de Vous avez dit l'agriculture biologique. Oui, non, d'accord, mais ça veut dire que c'est pas forcément dire que les trois termes sont alignés. Il faut qu'on aille vers un modèle d'agriculture biologique. J'ai visité la ferme du Barban à Pelouzet, qui est absolument exemplaire. 2 jeunes qui se sont installés. Les jeunes ont beaucoup de mal à s'installer. Il y a un problème de foncier aussi. Donc en fait, il y a toute une question à traiter. Et il y a la question de la politique agricole commune qui favorise les grosses exploitations. Nous, on est pour réorienter la politique agricole commune plutôt sur des questions sur des fermes avec forte main-d'œuvre et non pas forcément sur des questions d'hectares pour éviter en fait cette concentration
Jusqu'à maintenant, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est justement une agriculture intensive qui nous a permis d'être autonomes en nourriture, en alimentation. Mais il ne vous aura pas échappé que la guerre est finie. Non, pas tout à fait là. Là, elle a recommencé là. Non, il ne vous aura pas échappé qu'on est face à un enjeu planétaire qui est le réchauffement climatique, que notre souveraineté alimentaire est en danger, que justement, comme vous le dites très bien, les événements en Ukraine montrent effectivement que notre indépendance en matière notamment alimentaire et industrielle pose problème. Et effectivement, il faut relocaliser la production et il faut assurer notre souveraineté alimentaire. Et puis, il y a on en a parlé tout à l'heure, la loup, etc. Il faut vivre avec notre écosystème, on n'en a qu'un, il faut le préserver. Et nous, on porte la règle verte, qui est quoi la règle verte? On ne prélève pas à la nature plus que ce qu'elle ne peut reconstituer. C'est le b.a.-ba. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un équilibre à trouver, visiblement on recherche encore aujourd'hui, notamment du côté de la justice, entre le respect des règles, qui sont parfois très compliquées à comprendre, et aussi permettre aux entrepreneurs, aux fabricants, de continuer à vivre et à se développer parce qu'ils donnent du travail aux gens d'ici. Mais bien sûr, mais je ne crois pas avoir eu dans mon discours, quand je parle de l'Office national de la biodiversité, ce sont des opérateurs publics qui peuvent accompagner. Et nous, on est pour, par exemple, faire une caisse de défaisance pour les agriculteurs qui assureraient cette conversion de leur agriculture et de leur modèle agricole. Donc oui, on accompagne. Juste, merci beaucoup, Claude. Ce sera votre dernière question. Juste une chose, on vous a posé une question à Salima Inezarren et pas à vous. Si Madame Inezarren est devant, est qualifiée au deuxième tour et pas vous, est-ce que vous appelez à voter pour elle? Alors moi, je fais campagne pour gagner, pour remporter cette circonscription et pour qu'on ait 289... Vous avez copié la même réponse. Et pour qu'on ait 289 députés, parce que c'est l'enjeu, imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. 289 députés, actuellement le groupe de la France Insoumise, avec tous ses partenaires, a moins de 70 députés. Donc maintenant est arrivée l'heure de la conclusion. On respecte le même ordre de passage que tout début de cette émission. Laurent Croisier, vous avez 30 secondes. Allez. Encore 2 secondes, top chrono, c'est à vous. Alors dimanche, nous renouvelons l'Assemblée nationale, c'est un grand moment de démocratie. Et moi j'ai envie de dire aux citoyens qui nous écoutent et aux citoyennes, c'est que dimanche il va falloir voter pour. Il va falloir voter pour des députés, un député responsable, pour un député qui saura être proche de vous, qui saura traiter les enjeux qui sont extrêmement importants. Je pense au pouvoir d'achat, je pense au plein emploi, je pense aux valeurs de la République, je pense au progrès social, au progrès écologique. Et je vous propose de voter pour une France forte, pour une France juste et pour l'Europe. Très bien, merci beaucoup Fabrice Galpin. 30 secondes, c'est à vous. Alors vous l'aurez compris, autour de cette table, je suis le seul candidat des droites et je suis un homme d'engagement. Aux élections prochaines, au vote prochain, vous aurez 3 choix. Le premier, c'est de voter pour une candidate islamo-gauchiste qui rêve de livrer notre pays à ceux qui ne l'aiment pas. Le deuxième choix, ce sera des députés qui n'appuieront que sur le bouton. Et enfin, le troisième choix, ce sera un homme d'engagement, un homme de conviction, un homme de valeur, un homme de droite, celui que je suis. Et je souhaite, par cette élection, devenir le député de la première circonscription du Doubs et redonner de la parole à ceux qui ne l'ont plus. Séverine Véziès. C'est à vous. Alors, moi, je voudrais dire qu'un autre chemin est possible que celui qu'on a vécu pendant ces 5 années. On peut avoir des députés qui vont voter pour le pouvoir d'achat, qui vont voter pour des services publics, qui vont voter pour la bifurcation écologique. Et je serai cette députée qui votera pour offrir un changement de vie aux citoyens et aux citoyennes de cette circonscription. Et puis, je voudrais dire qu'on est dans un 3e tour et qu'on est face à un moment historique avec le rassemblement de l'ensemble de la gauche et des écologistes pour cette élection. Et que véritablement, non seulement on peut faire barrage à Macron, mais en plus, on peut mettre en place un programme vertueux de rupture sociale, écologique et démocratique les 12 et 19. Le bulletin de la NUP s'est levé de la victoire. Salima Inezarren, 30 secondes pour vous. Je représente la gauche républicaine, démocratique et sociale, celle qui est attentive à la cohésion de la nation et à ses services publics. Je suis volontaire sans être sectaire, réformiste sans être irréaliste. J'ai chevillé au corps la lutte contre les inégalités qui rongent notre société, la lutte contre le réchauffement climatique qui devient plus qu'urgente. Élu député, je siégerai dans un groupe à l'Assemblée nationale qui votera ce qui est bon pour le pays et ses habitants, qui amendera ce qui est insuffisant, qui repoussera ce qui est contraire à ses valeurs. Pour une gauche européenne, votez Salima Inezarren et Didier Aubry. Monsieur Lutz, pour le Rassemblement national, vous êtes le dernier à vous exprimer pour cette conclusion. Nous vous écoutons. Le vote pour le Rassemblement national dimanche 12 et dimanche 19, c'est permettre à des députés de vous protéger
de protéger votre pouvoir d'achat en baissant la TVA notamment sur les carburants et sur les énergies de 20 à 5,5. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur 2 litres de gasoil, vous donnez 1,30 € de taxes au gouvernement qui, effectivement, avec 500 milliards de dettes, ne peut pas faire autrement. C'est également voter contre les déserts médicaux et la CAS qui arrive. Et c'est voter naturellement pour la sécurité, parce que vous voyez bien qu'on est dans 2 mondes différents et certains nient les problèmes qu'il peut y avoir. Nous serons toujours aux côtés des Français. Merci beaucoup. Je vous laisse découvrir donc les noms des autres candidats présents sur cette circonscription qui seront en liste donc pour le premier tour dimanche. Je vous laisse découvrir leurs noms et donc leur parti politique. Et j'ajoute donc que Michel Viennet, que vous voyez tout en bas de la liste des Républicains, le conseiller départemental, était invité à ce débat, mais que souffrant, il n'a pas pu être présent parmi nous. Merci mesdames, merci messieurs pour ce débat. Merci Claude d'avoir fait le déplacement de la place Granvelle jusque chez nous à la Gare d'Eau. Merci pour votre participation. Merci pour votre attention. On se donne rendez-vous dimanche. N'oubliez pas, 19h dans le journal, on parle des élections et à partir de 20h15, tous les résultats, les réactions et les analyses. Bonne fin de soirée à vous et tout de suite le journal régional.